5h30. Laurent Sénéchal pour l'info. Une école à 2 vitesses dénonce déjà la FCPE, l'association de parents d'élèves, qui critique sur France Info le protocole sanitaire. Pas de passe sanitaire, mais collégiens et lycéens qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas rester en classe si un cas positif est déclaré. À une dizaine de jours de la rentrée, Mathilde Ansker, c'est la mesure qui divise le plus. Mathéo rentre en terminale le mois prochain. Si on lui pose la question, il est catégorique. Obliger les élèves non vaccinés et cas contact à rester à la maison, c'est un moindre mal. De toute façon, s'ils font pas ça, on va tous finir en distanciel. C'est plus permettre à une majorité de suivre les cours et que certains se fassent vacciner plutôt que tous nous foutre en distanciel. À ses côtés, sa mère fait les gros yeux. Elle n'est pas tout à fait d'accord. De mettre à l'écart des gens qui ne sont pas vaccinés alors que de toute façon on sait très bien que même les personnes vaccinées peuvent avoir le Covid, je trouve ça dommage pour les enfants. Mathéo et sa mère sont tous les deux vaccinés. C'est aussi le cas de Rachel. Mais la lycéenne s'inquiète pour ses camarades qui ne le sont pas. C'est pas leur décision, c'est celle de leurs parents. Et le fait qu'ils soient forcés de rentrer chez eux alors que c'est même pas leur décision de se faire vacciner ou pas, je sais pas si c'est juste. Il y a aussi la question des élèves de 6e. Beaucoup ont moins de 12 ans et ne peuvent donc pas être vaccinés. Si un camarade est positif, ce sera donc retour à la maison pour la fille de Sébastien. Si y a une semaine par ici, une semaine par là qui saute, c'est pas la fin du monde. Maintenant, j'aimerais bien quand même qu'elle reste en classe autant que possible, parce que c'est quand même mieux qu'elle soit en cours, quoi. Sébastien n'est pas inquiet pour autant. Il compte sur sa fille pour s'organiser dans son travail, même à la maison. Mathilde Ansker pour France Info. L'épidémie de coronavirus ralentit en France métropolitaine avec une incidence en baisse de 10% sur une semaine. 21 000 contaminations tout de même par jour. Et après les Antilles, le confinement est durci en Polynésie française. Écoles, collèges, lycées ferment dès aujourd'hui. En Afghanistan, c'est toujours le chaos à l'aéroport de Kaboul, pris d'assaut par ceux qui tentent de fuir le pays, tombés aux mains des talibans. Et pour tenter de poursuivre des opérations d'évacuation, le président des États-Unis, Joe Biden, laisse entendre que des troupes américaines pourraient rester sur place après la date butoir du 31 août. Déjà 30 000 personnes évacuées de l'aéroport. Un homme de 56 ans en garde à vue pour avoir tenté d'allumer un feu dans le Var. Il a été arrêté par des automobilistes et sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Pas de lien à ce stade, selon France Bleu Provence, avec le gigantesque incendie qui fait toujours rage dans le département et qui a fait 2 morts. C'est peut-être la dernière chance de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, la petite fille disparue il y a près de 18 ans. Information France Info, des fouilles, probablement les dernières, auront lieu la semaine prochaine dans l'ancienne propriété de Michel Fourniret, le tueur en série, dans les Ardennes. Et puis des footballeurs qui refusent de revenir sur le terrain après avoir reçu des projectiles. Scène inédite hier soir en Ligue 1 de football. Le match Nice-Marseille n'a pas pu se terminer. Nice menait 1-0, mais les joueurs de l'OM ont quitté la pelouse à 15 minutes de la fin, visé plusieurs fois. Le Marseillais Dimitri Payet a renvoyé une bouteille dans les tribunes. Un entraîneur adjoint marseillais en est même venu au point avec un membre du public. Tension, violence, incrédulité du côté des supporters niçois. Ouais, il y a eu la provocation des supporters niçois, mais forcément dans un derby c'est normal. Ce qui est regrettable, c'est la réponse des joueurs marseillais, donc via Payet avec le jet de bouteille. Honnêtement, en tant que joueur, c'est inadmissible. Tout comme côté supporter, c'est inadmissible aussi, mais sans cette réponse, il n'y aurait pas eu les Niçois qui seraient allés sur le terrain et le match aurait pu se terminer. On avait le stade, il était plein, grosse ambiance et on voulait bien voir le match jusqu'à la fin, quoi. Des deux côtés, c'est regrettable. C'est regrettable. Payet, en tant que professionnel, il n'aurait pas dû renvoyer les bouteilles. Puis la bouteille, elle n'aurait pas dû être lancée à l'origine. C'est plus du foot. Puis c'est pas une bonne image pour les jeunes. Voilà, ça me fait sourire parce que c'est la première fois qu'on voit ça et voilà, mais c'est vrai que c'est dur à réaliser quand même ce qui s'est passé. Ça fait vraiment bizarre. Les supporters de Nice, restent à savoir ce que sera l'issue du match. Marseille qui était donc mené 1-0 avant l'interruption de cette rencontre, 15 minutes avant son terme. Dans les autres matchs, Bordeaux-Angers ont fait match nul 1-1, match nul également entre Metz et Reims 1-1. Montpellier s'est imposé 3-1 face à Lorient. France Info, il est 5h34. C'est mon affaire, Philippe Duport. Bonjour Andy Cazancy. Bonjour. Vous êtes expert en droit des affaires au sein du groupe SVP. Alors ce qu'on peut se demander déjà, si ces brocantes et vide-greniers, est-ce qu'ils sont bien autorisés en ce moment en période de crise sanitaire? En principe, oui.
tant qu'une mairie ou une préfecture n'a pas mis un arrêté interdisant l'ensemble de ce type de manifestation. On parle de manifestation ou de vente au déballage. Il y a évidemment des règles sanitaires à respecter. Oui, tout à fait, des règles de distanciation de base que l'on connaît depuis le début de la crise. Alors, est-ce qu'on peut organiser, pour aller sur le plan juridique, un peu ce type de manifestation, tout simplement entre voisins, par exemple, sans demander d'autorisation, sans s'inscrire où que ce soit? Je vais être catégorique, la réponse est non. Ah oui. Le but de l'État, c'est d'éviter ce type de rassemblement sauvage. C'est le terme utilisé par le ministre dans les années 70 lorsque Monsieur Tout-le-Monde voulait organiser des brocantes. Donc par conséquent, on est obligé de respecter des normes, des règles. Alors à qui il faut s'adresser pour demander l'autorisation et l'obtenir? Ce sera la commune sur laquelle aura lieu la manifestation. C'est très simple, vous allez sur votre commune ou à la mairie en tant que telle et vous prenez le formulaire CERFA que vous remplissez, sur lequel il y a un certain nombre d'indications à respecter, notamment la durée, le lieu, l'adresse exacte, j'insiste sur ce point, puisque en fonction de l'adresse, la durée pourra changer. Est-ce qu'on peut vendre tout ce qu'on veut sur une brocante ou un vide-grenier? Monsieur Tout-le-Monde, non. Je veux faire un vide-grenier, je suis obligé de faire la vente de biens usagés. Un professionnel, lui, peut vendre des biens usagés, des biens neufs, des produits du terroir. Alors justement, ces brocantes et vide-greniers, ils ne sont pas, vous l'avez dit, réservés aux particuliers. Les professionnels, les vendeurs professionnels peuvent y participer. Ah, c'est même leur activité principale. Le particulier va vendre ses produits usagés et le professionnel va vendre des produits neufs, usagés. C'est ce qu'on appelle les chineurs en tant que tels qui vendent des produits pour les maisons, pour enrichir nos maisons. Et tout autre professionnel qui souhaite participer à ce type de manifestation. Il n'y a pas de restriction en tant que tel. Concernant mes gains maintenant, est-ce qu'il y a des sommes maximum à ne pas dépasser? Heureusement que non. Le particulier est libre de vendre tout ce qu'il veut. Donc il n'est pas limité sur le montant de ses gains. Mais il ne faut pas que ça dépasse un certain montant pour ne pas que ça devienne une activité commerciale. Il n'y a pas de limite à cela. C'est-à-dire de ne pas dépasser un certain montant. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Le particulier ne peut le faire que 2 fois par an. Donc par conséquent, automatiquement, ça limite le montant de ses prestations, de son activité. Alors évidemment, c'est des gains que je réalise en liquide, que je perçois en liquide. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Je le déclare aux impôts? Ah non. Non. L'État n'intervient pas sur ce point. L'État n'intervient pas pour la simple raison que ces revenus ne sont pas imposables. Ce ne sont pas des revenus découlant comme de votre activité de salarié ou de commerçant de tous les jours. Ce sont des revenus non imposables, sauf dans 2 cas de figure. Lorsque vous vendez des biens dont le montant est supérieur à 5 000 €, oui, et lorsque vous vendez des biens précieux, notamment de l'or et des bijoux. Je reviens sur le point des 5 000 €, ça ne concerne pas la vente de voitures, ça ne concerne pas la vente de meubles de tous les jours ou de l'électroménager. Donc si je réalise sur un stand une vente de 5 000 €, ça ne va pas être tous les jours, là je suis obligé de la déclarer. Tout à fait. Petite question pratique, est-ce que des enfants peuvent tenir un stand? Il y a 2 écoles. Il y a l'école de mes collègues du droit social qui nous diront tout simplement que ce ne sont pas des salariés, on est entre familles, tout le monde peut y participer. On n'est pas dans une activité commerciale. Mais il faut éviter que cela devienne un business. Est-ce que si on me demande une facture, est-ce que je dois en donner une? La réponse est non. En tant que particulier, je n'ai pas à fournir de facture. Le particulier n'étant pas imposé sur cette somme d'argent, n'a pas à déclarer de TVA ou quoi que ce soit, donc n'aura pas à émettre de facture ou de ticket de caisse. Eh bien merci beaucoup Hamdi Kazanci, expert en droit des affaires au sein du groupe SVP. La situation est critique en Polynésie, en Guadeloupe et en Martinique avec des taux d'incidence records de la Covid-19. Le centre hospitalier de Tahiti est saturé, la morgue de Guadeloupe est pleine. Une centaine de Martiniquais étaient en réanimation cette semaine. Des nourrissons ont été hospitalisés. Alain Livory a rencontré Richard Milia qui est aide-soignant au CHU de Fort-de-France. Des fois j'arrive chez moi, je pleure. Je pleure parce que je dis mais ça c'est bêtise. Ça c'est bêtise, on n'aurait jamais pu penser vivre ça en Martinique. Et c'est dommage que la population ne mesure pas la gravité de la situation. C'est du jamais vu. Autant de mots dus à un virus pour une petite île qui est la Martinique. Il y a les réseaux sociaux qui déstabilisent le travail des soignants. Nous qui sommes là pour aider et soulager la population, nous sommes des fois découragés parce que nous voyons toutes sortes de choses. On ne veut pas se faire vacciner, on ne veut pas respecter les gestes barrières, on veut faire la fête et c'est cette aggravation-là
là que nous avons. Des personnalités martiniquaises ont été invitées à participer à un comité citoyen de la transparence cette semaine. Ils seront chargés de vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. En Guyane, la rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre avec son lot d'incertitudes suspendues à l'évolution de l'épidémie. Et l'année dernière a creusé le retard de certains élèves et particulièrement des plus jeunes. Reportage Mélodie Nourri. J'ai un peu l'impression que c'est une génération sacrifiée. Le constat est sans appel pour David Bergeon, président des Petits Génies, une association spécialisée dans le soutien scolaire du CP au CM2 à Rémière-Montjoly. Selon lui, le coronavirus a eu un impact terrible sur le niveau général des élèves et pour les plus jeunes d'entre eux, le retard pourrait même être irrattrapable. Les perturbations, les classes qui arrêtent les cours, à chaque fois qu'il y a une personne qui est testée positive, je pense que c'est très perturbant pour les élèves. Et quand on retire les élèves